Emmanuelle Saint-Josse, tu es administratrice, mais tu es également, accessoirement, tu as un vrai job à côté, puisque tu es directrice de la voix du client au sein de BNP Paribas Cardiff, donc dans l'univers des assurances. Sonia Guelen, tu es Head Care Customer. Tu peux même dire juste directrice du Customer Care. Je peux le dire, oh bah, ouais, c'est parfait. C'est parfait. Mais... Pour Cegid, donc absolument. Là, effectivement, autant dans l'assurance, on va être dans le B2C de service. Là, on arrive dans un univers qui est un petit peu différent, qui est celui, effectivement, du B2B, avec des profils de clients qu'on évoquera tout à l'heure. Puis là, on bascule dans un autre univers, encore plus d'actualité, avec des questions de température qui chutent. On ne parlera même pas des coûts de l'énergie. On arrive chez Atlantique. Jean-Robert, tu es à la tête de tout ce qui va être, pour être très schématique, de l'après-vente. Et donc, je crois que c'est de nombreuses bonhommes, plusieurs centaines, 350, je crois, personnes, sur tout ce qui touche au domaine de l'après-vente. Et ensemble, nous verrons également la capacité, comment mettre effectivement en autonomie également les équipes. Là où, avec Sonia, nous serons plus sur la méthode de résolution, de traitement de la réclamation client. Mais tout ça, ça a un début. Et ce début, c'est effectivement comment accueillir la réclamation et comment une entreprise peut se rendre accessible, peut se rendre joignable. C'est ce que disait Thierry, c'est ce que disaient nos deux médiateurs. Emmanuel, tu as accepté un petit peu au débeauté de venir nous sauver la mise en intervenant, parce que tu sors d'un pilote, donc c'est des choses que tu acceptes de nous dire un petit peu en primeur. Merci beaucoup pour ta participation, ta contribution. Enchantée d'être là. Pour toi, Emmanuel, alors, cette accessibilité. Avant de parler du pilote, je vais un peu rebondir sur ce que disait Thierry, puisque je crois qu'il a déjà dit beaucoup de choses sur l'accessibilité qui sont des enjeux majeurs, et puis surtout sur finalement le bénéfice à la fin, puisque, comme on dit à la marque, transformer le pépin en pépite. La réclamation, c'est une opportunité, et aller l'accueillir, c'est être sûr de l'entendre et éviter qu'un client ne s'en aille. Donc on a tout intérêt, effectivement, à ce qu'un client puisse facilement exprimer sa réclamation, à ce qu'il trouve facilement les canaux de contact qu'on met à disposition pour cela, et puis bien sûr à ce que ces canaux de contact soient accessibles, et je parle notamment des files d'attente sur les centres de relations clients éventuels. Bien sûr que la base, c'est qu'il y ait un temps d'attente qui soit limité, avec un taux de décroché qui soit bon. Donc, ce n'est pas forcément ça que je vais développer, mais ça me semblait important quand même de redonner ces quelques bases et les fondamentaux, quelques-uns en tout cas, puisque Thierry en a donné un peu plus. Après, effectivement, pour parler un petit peu plus du pilote sur l'oral, je vais d'abord reparler plus de l'assurance. Le médiateur le disait, l'assurance, c'est une promesse qu'on fait d'être là dans des coups durs. Et si on reçoit des réclamations, c'est qu'à un moment donné, on a forcément un client qui a probablement été déçu, un peu surpris, agacé, dans le mauvais sens, parce qu'il n'a pas eu le sentiment, en tout cas il y a un écart avec la promesse qu'il attendait et celle qu'il a reçue, et la perception en tout cas de ce qu'il a reçu. Donc dans ce moment-là, c'est quand il a besoin en cas de coup dur, puisqu'il va être dans une situation, si on parle comme nous on vend par exemple de l'assurance des emprunteurs, c'est quelqu'un qui va être au chômage et qui a besoin de son assurance, quelqu'un qui va être éventuellement malade en arrêt de travail, c'est quelqu'un qui va être aussi dans une situation de deuil. Donc en fait, on est dans une émotion déjà au départ pour le client qui est compliquée, qui est difficile. Et donc la réclamation, ça vient se rajouter à cette émotion-là, et d'autant plus, il est important à ce moment-là, que ce soit facile pour lui d'accéder à nos services réclamation pour nous donner l'opportunité de comprendre ce qui s'est passé, éventuellement modifier des choses si elles n'ont pas été faites correctement, et puis en tout état de cause, à minima, lui expliquer notre position, si cette position est justifiée, comme on peut le voir aussi, comme on l'a dit ce matin avec le médiateur. Donc ça, effectivement, c'est important. Et après, le deuxième point, c'est qu'il soit pris en charge par la bonne personne au bon moment. On a aujourd'hui, au niveau de Cardiff, c'est dans ce cadre-là que le pilote s'est installé, on a souhaité un peu réécouter nos clients réclamants, puisque comme on le disait, cette relation humaine est très importante pour nous, et la réclamation, c'est la P0 de la relation humaine. Donc on a été interrogés, je suis responsable de la voix du client, donc on a été écoutés des clients réclamants qui étaient passés par nos services, on a été leur demander ce qu'ils avaient vécu, ce qu'ils avaient apprécié, ce qu'ils avaient moins apprécié, et ce sur quoi on pouvait s'améliorer. Et un des premiers enjeux qui est sorti sur la réclamation en général, ça nous concernait sur certains points, mais surtout c'était en général, c'était bien l'accessibilité et aussi la lisibilité du parcours. Donc on avait bien cet aspect-là qui était prédominant. Et en fait, on a pu aussi, en les écoutant, s'apercevoir que dans certains cas, il y avait un parcours de combattants avant d'arriver à ce que se sentent vraiment pris en charge dans leurs problématiques de façon satisfaisante. Et ça passait par quoi? Ça pouvait passer par des coups de fil,
avec une première réponse qui les satisfaisait, mais finalement, à un moment donné, une promesse qui n'était toujours pas tenue, dégénérer, passer à l'écrit, et même si finalement, à la fin, on pouvait lui donner satisfaction, ça arrivait très tard dans son parcours. À minima, ça lui permet de retrouver un petit peu de sérénité, mais ça ne permettait pas de le réengager avec notre marque. Donc l'enjeu, c'était vraiment de pouvoir être là, accessible et efficace dès la première réclamation. Et c'est dans ce sens-là, on a travaillé un peu plus nos fondamentaux d'accessibilité. Ouais. Du coup, effectivement, on voit, et c'est des témoignages qu'on a pu avoir aussi d'autres acteurs au sein de l'association. Je crois me souvenir que c'était un confrère, d'ailleurs, MAF, qui avait mis en place, je crois que ce qu'ils avaient appelé à l'époque un espèce d'accusé réception plus, et qui, à l'écrit, au moment de la réception d'une réclamation, permettait, à travers un message assez court, de synthétiser la doléance, la complainte, je ne sais quel est le terme qu'aurait utilisé Jean tout à l'heure, mais voilà, du réclamant pour lui faire prendre conscience, permettre qu'il l'éprouve, qu'on a compris ce qu'il attendait, et puis effectivement de pouvoir personnaliser avec un nom, un prénom, des coordonnées, puis également effectivement un engagement de temps, et ce qui, comme tu le disais, permet de donner finalement de la visibilité, de la lisibilité, donc de déstresser effectivement un client qui, d'autant plus dans l'univers de l'assurance, vient quand il a besoin de nous. Et effectivement, c'était lisibilité versus rapidité, et c'est un peu ce que nous avait dit d'ailleurs, on évoquait Philippe Moiti tout à l'heure, qui nous avait dit il faut savoir choisir ses combats. Et à l'époque, on était dans l'univers de la VPC, qui était de dire si vous cherchez à partir en guerre contre des logisticiens, Amazon pour ne pas le citer, vous risquez de ne pas gagner parce que ce n'est pas votre métier. Par contre, votre métier, c'est effectivement d'accompagner, d'être dans l'extraction des effets utiles. Et ce que tu dis, il va, me semble-t-il, pleinement dans ce sens. Et merci pour tous ces témoignages. Bien sûr, si tu peux. Bien sûr, si un petit peu, parce qu'effectivement, je vous ai parlé du pilote, je vais peut-être parler un peu plus de ce qu'on a mis en place et qui est en cohérence avec ce que notre confrère a mis. Donc là, ce qu'on a fait de particulier, effectivement, c'est que cet accusé de réception personnalisé, on le fait dès, finalement, la réclamation exprimée à l'oral. On est dans le monde de l'assurance. Dans le monde de l'assurance, l'écrit est très réglementé par notre régulateur. Et de toute façon, on se doit de faire un accusé de réception systématique à toute réclamation écrite. Après, selon les acteurs, on le personnalise plus ou moins avec les effets bénéfiques plus ou moins là, selon comment on s'y prend. Là, ce qui nous a semblé intéressant, c'est dès l'oral que le client se sente pris en charge tout de suite, comme je le disais, pour qu'il n'ait pas besoin de revenir et faire d'autres efforts pour trouver sa demande aboutie. Et ça passait d'abord par une première chose, c'est qu'on lui donne un référent. Dès l'arrivée de la réclamation, il y a une personne qui va être son référent de la réclamation, qui est nommé dans le cadre de ce pilote. Et ce référent, donc c'est lui qui va échanger avec le client sur sa problématique. Et suite à cet échange qui va y avoir, il y aura un compte-rendu de l'échange qui va être systématiquement fait et qui, quelque part, va faire office d'accusé de réception. Et ça, c'est le plus qu'on a fait. Ce compte-rendu de l'échange est forcément personnalisé puisqu'il est entre deux personnes, il est dans la relation. Et puis ensuite, bien sûr, il y a une réponse qui est apportée. Et l'autre point, c'est que cette réponse, alors, soit elle est immédiate et dans le compte-rendu de l'échange, elle est reprise, soit on est sur quelque chose qui demande un peu plus de temps. Dans l'échange, on va s'engager sur un délai pour pouvoir lui répondre. On va le remettre dans le compte-rendu. Et puis, bien sûr, on va, dans l'engagement de réponse, pouvoir formuler la réponse écrite qui va lui permettre, en fait, d'avoir un argument plus tangible pour lui. Parce que parfois, ce qui manque, et c'est bien ça qui fait qu'on peut dériver dans des situations comme on l'a vu ce matin avec la médiation, c'est que le client lui dit des choses et il nous croit plus ou moins, il n'a pas forcément les éléments de réassurance. Là, l'idée, c'est dans les cas où il est possible de le faire, de pouvoir lui confirmer à l'écrit avec les arguments qui expliquent notre décision, qu'elle lui soit favorable ou pas, pour qu'il puisse vraiment se dire « j'ai eu la meilleure réponse qu'on peut me faire ». Et s'il va en médiation, normalement, on devrait tomber d'accord sur le cas, puisqu'on l'aura vu dans cette... Donc là, il y a vraiment des éléments de preuve, un peu cette notion d'image de marque, d'image ange gardien, je crois, qu'évoque souvent Jeanne, qui est effectivement d'avoir une marque qui soit à la disposition, qui prenne la main. On n'est pas du tout dans le fait de rendre ou d'infantiliser les clients, mais bien de les accompagner, d'éclairer, de les défendre, et ce, de manière très concrète. Et en cela, cette démarche est extrêmement vertueuse et nous semblait très important de l'apporter à la connaissance des membres sur visibilité versus rapidité. Les deux n'étant pas inconciliables, mais la visibilité étant déjà une très belle chose, souvent malheureusement trop sous-estimée. Tu évoquais la notion de avant de répondre. Là, du coup, c'est une transition parfaite, effectivement, avec Sonia. Justement, au niveau de Cégide, voilà, au niveau de l'accessibilité, je sais que c'est une chose qui n'est pas forcément ce qu'on va développer, plutôt peut-être l'approche traitement. Je vais m'en servir de tremplin, donc ça, merci Emmanuel pour cette très belle ouverture.
En effet, on est dans le parcours client au moment de la réclamation et c'est un moment de vérité. Et la notion d'accessibilité, elle est effectivement importante parce que, Emmanuel l'a évoqué, on est déjà dans une émotion, un irritant par rapport aux produits, par rapport aux services, et on a besoin d'être entendu et de ne pas avoir à faire encore un effort alors qu'on est déjà en train de produire cet effort de réclamant. Et donc l'accessibilité, la manière dont elle va être faite, c'est-à-dire de ne pas cacher au fin fond des systèmes d'information le point d'entrée, est importante. Et chez Cegid, on peut passer par les réseaux sociaux. Alors en général, c'est plus émotionnel que développé. On peut passer par un courrier avec accusé-réception parce qu'on est dans le B2B et qu'effectivement, il y a très souvent beaucoup de détails qui sont émis. Mais surtout, alors le téléphone, c'est un classique évidemment chez nous. Mais on a mis en place un formulaire qui est dans la zone de l'espace client qui permet aux clients d'accéder directement à un espace avec les typologies en général qui viennent régulièrement. On peut compléter aussi avec des commentaires, mais il est guidé. En étant guidé, il a aussi une référence qui lui permet de savoir qu'il n'a pas envoyé une bouteille à la mer, que ça atterrit vraiment quelque part, qu'il y a un interlocuteur avec son prénom qui apparaît et donc qui va le suivre. Donc on est très près de ce que tu disais, Emmanuel. Et il va avoir cette transparence en fait, de l'information sur le suivi. Et on verra plus tard sur les engagements de délai. Donc ça, la mise en lumière en fait, du client à ce moment-là, elle est importante. Ce n'est pas le caillou dans la chaussure, c'est on est là, ok, on vous écoute et on va vous apporter quelque chose. Mais pour apporter ce quelque chose, eh bien, il faut un peu de structure et un peu de méthode parce qu'on ne peut pas s'improviser. On ne peut pas s'improviser parce que chaque demande est à considérer, elle peut être simple et en général, elle est plutôt complexe. Il peut y avoir plusieurs demandes à l'intérieur d'une seule et elles ne sont parfois pas explicites, donc il faut aussi savoir lire entre les lignes. Et donc, il va falloir à ce moment-là éprouver un système et donc avoir des fondamentaux bien enracinés. Donc, on plante un peu les fondamentaux avec une partie... on peut avoir quelques templates, alors pas des templates, des modèles, mais surtout pas quelque chose qu'on va copier-coller. Hein. C'est juste une trame qui aide à l'articulation sur laquelle on va plaquer effectivement la réalité du client avec les bons retours. On va avoir des outils qui vont aider aussi à la compréhension du contexte du client parce qu'il faut comprendre son questionnement ou sa problématique dans son environnement 360. Est-ce que c'est un client qui est en migration chez nous? Est-ce qu'il est en appel d'offres? Est-ce qu'il a une difficulté en recouvrement? Donc son contexte est important. Et aussi, comme on est en B2B, en fait, on sait que quand il va réclamer, et son émotion n'est pas la même en fonction de la problématique et du moment où intervient sa problématique. Je prends un exemple. On est éditeur de logiciels, notamment dans la paye. Si vous avez une problématique début de mois, milieu de mois ou fin de mois, c'est peut-être pas tout à fait pareil si vous devez émettre des milliers de bulletins de paye, parce que quand même, socialement, il se passe quelque chose derrière pour les collaborateurs ou pour les clients de nos clients. Et donc, l'émotion monte très, très fort parce qu'il y a, à ce moment-là, l'importance de sa responsabilité propre envers ses clients et la capacité à rendre dans les temps, en fait, ce qui va permettre le paiement accessoirement des salaires. Donc, je prends un exemple très simple. L'émotion n'est pas la même à ce moment-là, donc il faut que nous, on soit au bon niveau de compréhension et au rendez-vous sur cette intensité-là, parce que la problématique, elle peut être la même tout au long du mois, mais elle va être exacerbée à ce moment-là. Et donc, les outils nous aident à le comprendre, les process nous aident à cadrer cette partie-là, et surtout d'avoir une équipe dédiée, une équipe qui, en fait, c'est pas monsieur tout le monde qui est dans notre pôle réclamation. L'équipe n'est pas très grande. En revanche, elle est très entraînée et elle a un vécu en général dans l'entreprise pour comprendre aussi ce qui se passe en amont, en aval et tous les cas possibles parce qu'on est au customer care, mais en fait, on traite des problématiques de facturation, de commerce, de déploiement. Donc, c'est beaucoup plus large. Donc, il faut qu'on soit capable de comprendre tous ces métiers aussi de l'entreprise. Et donc, de considérer le client non pas comme un ticket ou un dossier, mais comme un client dans un contexte, dans sa vie de tous les jours, puisque quand il a fait l'effort de réclamer, c'est qu'il en est un petit peu déjà à un moment donné où il dit « help, aidez-moi », ça devient difficile. Et pour que nous, on aide aussi nos collaborateurs, parce qu'il faut quand même qu'on les aide à répondre au-delà de la structure d'outils, eh bien, on peut même revenir sur l'image qui était juste avant, parce que c'est plutôt là que ça se passe, c'est apprendre à prendre soin. Et donc, on a 2 formations qui, pour nous aident à le faire. Il y en a une qui s'appelle Yes We Care. Alors, on est le Customer Care, donc on n'a pas été hyper originaux, mais en même temps, je pense que c'est parlant, avec notamment une structure qui s'appelle Ito Formation. Il faut qu'on aille chercher des sachants qui sont parfois en dehors de nous,
Et le travail que l'on fait, ce n'est pas comment je gère un appel ou comment là j'écris, c'est comment je prends mon émotion pour me positionner de la bonne façon en face de mon client et comment je comprends aussi l'émotion de mon client. Donc on essaie de comprendre un peu comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne un petit peu la chimie interne et comment on arrive à s'adapter pour avoir cette réelle empathie avec le client et d'apporter bien sûr l'expertise parce que quand on est à la réclamation, c'est qu'on a déjà un expert et qu'on a ses méthodologies, mais en plus, il faut cette humanité qui doit être extrêmement forte à ce moment-là, parce que cet appel au secours, c'est aussi un moment où le client peut décider demain de nous quitter, ce qu'on appelle le churn en anglais, mais voilà. Et ça, aujourd'hui, on sait qu'il faut fidéliser nos clients et c'est un moment important pour le faire. Et au-delà de ça, je parlais tout à l'heure de la structure et de la manière dont on articule les choses. Cette mécanique, elle doit être aussi relativement uniforme parce qu'on porte l'image de Cégide, on porte l'image de l'entreprise. Et donc, avec la méthode à marque, on a formé nos collaborateurs. Et nos collaborateurs ont la même technique, même démarche, même compréhension et donc même façon de répondre de manière à ce que ça reste uniforme dans la mécanique, mais personnalisé dans le contenu de la réponse. Donc ça, c'est fondamental de pouvoir s'appuyer sur des sachants en dehors de l'entreprise. Et enfin, l'objectif de cette réclamation, c'est qu'elle soit résolue. Et donc, on doit agir en fait dans cette résolution. Et je propose 3 moyens qui sont différents. C'est mobiliser l'ensemble de l'entreprise. On a mis une semaine qui s'appelle la semaine de la réclamation. Donc, on est bien dans l'action de la réclamation. Et ça mobilise 100% des collaborateurs de l'entreprise chez Cégide. Donc, ça veut dire de la communication, rappeler la responsabilité de chacun, et pas seulement de ceux qui sont en contact direct avec le client, le commerce, et puis le customer care, par exemple, mais même la R&D, même la qualité, parce que chaque chose que l'on fait dans l'entreprise, elle est bien à destination du client. Et cette mobilisation, elle nous a permis à un instant T de réduire très fortement nos réclamations, de revenir à des délais, et j'en parlerai juste à la fin, qui sont plus qu'acceptables et qui permettent aussi la reconnaissance en fait, vraiment du client à ce moment-là. Et donc, on a aussi du coup profité de ça pour mettre des process d'escalade qui soient efficaces, parce qu'on a des experts à l'entrée, mais comme je vous le disais, on ne travaille pas seul. Et on n'a pas toutes les expertises. On n'a pas des développeurs dans les équipes, on n'a pas des personnes qui s'occupent du déploiement, ou des gens qui viennent du SaaS, donc du cloud par exemple. Donc il faut qu'on aille chercher aussi ces expertises. Et donc on a l'équipe principale qui garde l'ownership, donc la responsabilité de bout en bout, en français c'est loin, de bout en bout de la gestion du dossier et donc du client dans son accompagnement. Et ensuite, il va pouvoir passer à un expert ou à un référent, à une escalade. Ça reviendra à cette personne-là qui sera toujours l'interlocuteur privilégié de notre client. Et il faut qu'on se mesure parce qu'il faut qu'on s'assure qu'effectivement, toutes nos bonnes intentions, elles portent vraiment leurs fruits. Et il y a quelques années, on n'avait pas forcément d'indicateurs forts sur le délai. Après, on s'est dit qu'il faudrait qu'on réponde au moins 80% dans le mois. Tout à l'heure, on parlait de plusieurs mois quand on parlait de médiation. Et cette année, on a été extrêmement ambitieux. On s'est dit, quand ça vient dans le système formulaire, c'est 90% dans les 3 jours. Aujourd'hui, on est autour de 84% en 3 jours. Quand c'est un courrier avec accusé-réception, c'est en général beaucoup plus compliqué. Donc là, on a dit c'est 5 jours et on voudrait faire 90% dans les 5 jours, on est autour de 80, donc on n'a pas encore atteint tous nos challenges. Mais l'année dernière, en 24 heures, on répondait à 23% des demandes. Aujourd'hui, on en a 57% qui sont traités en 24 heures. Donc cette accélération, c'est grâce à la structuration, grâce à la méthode à marque, grâce au travail d'empathie qu'on a fait avec Ito sur le Yes We Care. Et cette articulation, elle est pilotée régulièrement pour qu'on s'assure qu'effectivement, on tienne notre promesse. On parle tout à l'heure de promesse, cet engagement, et de dire on est là avec vous, et ça se passe là maintenant, et on ne vous laissera pas jusqu'à ce qu'on obtienne en fait la bonne résolution et que vous en soyez satisfait. Ouais. Alors je ne doute pas que tu auras sans aucun doute des questions dans quelques instants sur justement la formation au niveau de la méthode, de manière peut-être extrêmement concrète, très opérationnelle, puis également sur la gestion, l'intelligence des émotions, ce qu'évoquaient également nos médiateurs ce matin. Mais il y a presque une passerelle ou un continuum avec toi, Jean-Robert, effectivement, sur voilà, on forme, on a de l'empathie, mais concrètement, voilà, à un moment, il faut savoir donner les clés du camion aux équipes. Et alors du coup, peux-tu nous raconter justement cette passation de clés et où en est le camion aujourd'hui, mon cher Jean-Robert? Alors, je vais donner quelques éléments de contexte parce que le groupe Atlantique n'est pas très connu. Et pourtant, malgré tout,
une personne sur deux en France à peu près connaît les produits. Donc le groupe Atlantique, c'est un groupe qui a un peu plus de 50 ans, un groupe français né en Vendée en 68, qui fait aujourd'hui ce qu'on appelle le génie climatique, du chauffage, les produits comme du chauffage électrique, des chauffe-eau, de la pompe à chaleur, et aussi des grosses chaudières qu'on va retrouver dans des chaufferies d'immeubles, d'hôpitaux, etc. C'est un groupe qui fait à peu près 3 milliards de chiffre d'affaires, 2 milliards en France, qui est leader en France dans son domaine. Il y a 12 000 employés. Et moi, je m'occupe au sein de ce groupe Atlantique. Oui, puis j'ai mis sur la présentation les marques sur lesquelles ils sont connus, parce que c'est là qu'on va reconnaître... son propre chauffe-eau. J'en ai peut-être, voilà. Bon, donc Atlantique, Thermor Sauter. C'est vrai qu'en même temps, quand on a des invités qui viennent à la maison, on va rarement lui montrer sa pompe à chaleur en disant, regarde... Ah bah t'es bien le seul à pas le faire. Moi. Ouais, c'est vrai. Et donc, moi, je m'occupe au sein du groupe Atlantique de l'assistance technique en France. Il y a 350 personnes à peu près réparties sur 5 ou 6 sites en France sur les sites de fabrication. On tient beaucoup à ce que les experts soient sur les sites de fabrication. C'est-à-dire qu'en fait, ils poussent la porte du bureau, ils sont dans l'atelier de fabrication. Donc, on pense que ça se ressent. Enfin, les clients nous le disent, qu'ils savent de quoi ils parlent. Voilà. Et donc, en gros, qu'est-ce qu'on gère ? On gère de l'assistance technique au téléphone, auprès d'installateurs, qui sont installateurs, électriciens, plombiers, chauffagistes, etc. Voilà, on gère les garanties, donc notamment avec un point particulier qui est on fait revenir toutes les pièces défectueuses pour les expertiser. Donc j'ai des équipes d'experts qui expertisent tout ça pour donner de l'information précise aux R&D, aux usines, pour dire sur quoi il faut qu'on s'améliore. Et puis, on gère aussi toutes les pièces de rechange, qui est le point clé de la résolution d'une panne sur une pompe à chaleur ou une chaudière, par exemple. Et voilà, en fait, ce qui se passe, les cas concrets sur lesquels on va être sollicité, c'est j'ai pas d'eau chaude, j'ai pas de chauffage. Potentiellement, ça peut être très tendu. Oui. Alors vous imaginez, alors bien sûr, on prend toujours un peu les mêmes exemples. J'ai des enfants en bas âge, j'ai ma belle-mère qui vient la semaine prochaine. Ça peut être une punition choisie, ça. Oui, peut-être. Bon, j'ai pas d'eau chaude, pas de chauffage, c'est quand même quelque chose d'assez angoissant, stressant. Et puis il y a des cas, les cas les pires, c'est que dans certains cas, c'est des hôpitaux. Ouais. Et là, un hôpital sans eau chaude, vous avez intérêt de trouver des solutions assez rapidement. Donc bien sûr, on a mis, comme dans beaucoup d'entreprises, des process. Il y a des durées de garantie régies par le code de la consommation, on en parlait ce matin avec les médiateurs. Enfin voilà, donc il y a un cadre très connu. Et bien sûr, il y a plein de cas, je ne sais pas les estimer, peut-être 5 ou 10% des cas, qui sont en dehors de ces process et on se dit qu'est-ce qu'on fait ? Je fais un geste, je ne fais pas un geste, dans quel cas je le fais ? Et en fait, donc, pour parler d'autonomie, on s'est dit, ce qui est important, c'est une définition de l'autonomie qu'on peut avoir chez nous, c'est être capable de prendre une décision au plus proche de l'action. L'installateur, avec son client final à côté de lui et en situation de stress, il faut qu'on puisse identifier la bonne pièce à lui envoyer et lui envoyer la pièce. On sait les envoyer dans 95% des cas en 24 heures. Voilà. Donc, mais il faut trouver la bonne pièce et puis décider, je le fais, je ne le fais pas. Quand les 2 ans de garantie sont dépassés, je le fais ou je ne le fais pas. Bon, donc on s'est dit, on va mettre quelques règles, on va développer l'autonomie et on va dire que les opérateurs dans nos équipes, les collaborateurs au téléphone vont prendre des décisions. Voilà. Et on leur a dit, allez-y. Donc première étape, on s'est dit, on développe l'autonomie pour ça. Voilà. Et première étape, on a dit open bar. Allez-y, faites autant de gestes que vous voulez, partant du principe que la phrase que disait Descartes, le bon sens et la qualité la mieux répartie dans le monde, on vous fait confiance, n'ayez pas peur, allez-y. Au bout de quelques semaines, on fait un bilan de tout ça. Finalement, le nombre de gestes est très faible, 2-3 par personne. Alors on demande, mais pourquoi vous n'en faites pas plus ? On vous a dit, allez-y. Ah oui, mais en fait, on a quand même peur de se faire taper sur les doigts. Bon, ok. On dit, bon, attendez, on va mettre une autre règle. Étape 2, vous avez 10 jetons. Donc dans le mois, vous avez le droit de faire 10 gestes commerciaux. La valeur financière que vous voulez, il n'y a aucun problème. Pareil, on fait un bilan quelques semaines après. On voit que des gens font pareil, 2, 3. Et puis, c'est assez bizarre, plutôt en fin de mois. On leur demande, mais pourquoi vous les faites pas, vous n'en faites pas plus ? En fait, en début de mois, on ne va pas les donner. Parce que si jamais on en a besoin en fin de mois et que je n'ai plus les 10 jetons à ma disposition, je suis embêté. Donc la première quinzaine du mois, je n'en donne pas. Et puis je les donne en fin de mois. Puis en fin de mois, j'ai eu l'occasion d'en donner 2 ou 3 et pas plus. Bon, très bien. Et puis on leur a dit, non mais ça ne fonctionne pas. Et là, ils nous ont dit, mais on est des gens intelligents. On peut analyser les situations. Enfin, on a un cerveau. Et c'est vrai, enfin, je le savais quand même, mais j'osais peut-être pas aller jusqu'à là en me disant, tiens, moi je suis le sachant, je vais donner les règles. Donc ils ont dit, non, mais en gros, on va y réfléchir ensemble.
Et ce qui est une grande preuve d'intelligence collective, parce qu'on l'a fait du coup ensemble avec les équipes. Les cas à gérer, il faut savoir que les gens ont accès avec la CRM à de l'information qui est cet équipement, par exemple, a déjà connu 2 pannes. Donc quand je suis à 2 ans et 6 mois, oui, il faut faire un geste. Le client qui me contacte, c'est un client VIP, oui, il faut faire un geste. La pièce de rechange, je suis dans une procédure qualité un peu complexe, je sais que j'ai quelques problèmes, au lieu d'en envoyer une, je vais en envoyer 2. Comme ça, il aura une pièce d'avance. Vous voyez, c'est ce genre de cas où il faut que les gens puissent décider. Donc avec eux, on a défini la règle qui aujourd'hui fonctionne, et donc c'est l'étape 3. J'ai illustré ça comme ça en disant ça dépend en fait. Et ça dépend, ça dépasse, oui, ça peut dépasser parfois mon cadre de compétences. Et en fait, ce à quoi on est arrivé, c'est se dire, quand la pièce de rechange que je dois envoyer, c'est juste pour illustrer des cas très concrets, quand la pièce de rechange coûte entre 0 et 100 €, j'en donne autant que je veux. Entre 100 et 300, je vais demander à 2 autres collègues, et la majorité des 3 fait qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas le geste commercial. Et au-dessus de 300 €, je demande à mon chef. Voilà. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. En fait, il a fallu, c'est un des points clés, je ferai un petit résumé après, c'est un point clé, c'est définir une règle commune. En fait, il y a une illustration que j'aime bien, c'est dans l'entreprise Gore, vous voyez, qui est connue pour le Gore-Tex par exemple. Ils appellent ça la waterline. Donc si je prends un bateau et que j'ai une ligne de flottaison, quand je fais une erreur, je fais un trou dans la coque. Si je suis sous la ligne de flottaison, je prends des risques. Si je suis au-dessus, c'est pas grave. Et en fait, c'est ça qu'il faut définir collectivement. C'est quelle est la ligne de flottaison. Et puis, comment je fais aussi pour l'enrichir et la professionnaliser au fur et à mesure. Alors là, on a une chance, c'est que dans l'entreprise, on a développé ce qu'on appelle les groupes autonomes de progrès depuis une quinzaine d'années. Donc, c'est des organisations issues des organisations de chez Toyota dans les années 70-80, qui sont très connues en France avec tout ce qui est les réflexions autour de l'entreprise libérée, Jean-François Zobrist chez Favi, etc., qui a poussé le concept jusqu'aux mini-usines. On fait ça dans l'entreprise depuis une quinzaine d'années et on le fait aussi dans nos équipes, parce que en général, c'est plutôt dans les ateliers de fabrication. On les fait dans nos équipes aussi, ce qui fait que ça permet, par exemple, tous les jours, de partager les cas de la veille. La veille, j'ai eu ci, j'ai eu ça, j'ai pas osé, ce que j'aurais dû, j'aurais pas dû, et par l'effet collectif, finalement, on trouve une règle communément admise et qui renforce aussi l'assurance des gens au contact des clients et qui renforce aussi surtout la relation avec le client et la confiance qu'on peut lui faire. Donc ça, ces choses-là sont essentielles. En fait, on les a expérimentées, mais en fait, j'avais déjà vu tout ça il y a quelques années sans comprendre l'intelligence de la personne qui m'exposait ça. Donc j'avais pu assister, donc j'ai mis la référence juste sur le slide d'après. Vous allez sur YouTube, si vous voulez parler d'autonomie, et vous tapez 5E matinée TIS. Il y a un professeur de l'IAE Lyon qui s'appelle Christophe Everaer, en fait, qui synthétise tout ça en 12 minutes. Voilà, qui fera beaucoup mieux que moi, et qui dit en gros, il y a 4 piliers à l'autonomie. Le premier, c'est la compétence. Il faut des gens compétents, et la compétence s'acquiert par le droit à l'erreur, par l'essai-erreur. On apprend à skier en se cassant la figure, c'est comme ça. Et donc, ça nécessite un engagement particulier du management qui doit accepter ce droit à l'erreur et qui, au contraire, plutôt que essayer de punir des gens, va essayer de trouver dans les process ou dans nos façons de faire des choses à améliorer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est la stabilité. La précarité est antinomique à l'autonomie, voilà ce que dit Christophe Everaer, c'est-à-dire que si j'ai des intérimaires qui sont là pour 3 mois, ça va être compliqué de leur dire on développe l'autonomie, allez-y, on veut fidéliser les clients, ce ne sera plus leur client dans 3 mois, donc c'est compliqué. Ensuite, les règles, et il faut des règles admises communément, voire construites communément, et ça on s'est bien planté au début, c'est pas très grave, hein, et on a appris comme ça, voilà. Nous aussi, et c'est erreur côté management, voilà, c'est ça. Et puis, l'information. Dernier élément, c'est l'information qui est l'aliment de la décision. Et donc là, autour de l'information, on a des outils comme les CRM qui permettent de dire, il y a déjà eu des appels dessus, le client il est VIP, la pièce coûte tant. Donc nos équipes ont accès à tout ça et donc savent en fait en déduire la bonne attitude. Et tout ça repose sur un socle donc, qui a été évoqué lors de la précédente convention à Marc, qui est la confiance, qui est essentielle. Donc ça se construit ça aussi doucement. Alors on a on va avoir des façons différentes de construire la confiance, mais il faut une confiance entre le collaborateur et le client. On va dire, a priori, on veut croire ce que dit le client. C'est pas simple, hein. Ça c'est un élément pas simple, parce que dans 5% des cas, le client nous ment, volontairement ou pas. Mais finalement, le risque, c'est de mettre en place des process pour piéger ces 5% qui embêtent 95% des gens avec lesquels ça se passe très bien. Donc, première chose, on va dire, a priori, faites confiance au client, et on va se tromper de temps en temps, mais c'est pas grave. Et deuxième relation de confiance, c'est entre le manager et le collaborateur.
et on parle de symétrie d'attention, on peut le faire là aussi sur la question de la confiance. Et il faut que ce soit absolument équilibré entre les deux. Sinon, ça ne fonctionne pas. C'est des choses très concrètes. Votre collaborateur a un arrêt maladie. Si, dans votre attitude, il y a un doute sur le bien fondé de l'arrêt maladie, il n'y a pas de confiance. Ce sera difficile après de lui dire « Oui, mais toi, je demande que tu crois ce que croit l'installateur, ce que dit l'installateur. » Oui, mais en même temps, tu ne me crois pas beaucoup, moi, donc j'ai un peu de mal. Voilà. Enfin, bref. Voilà. En faisant tout ça, ça se construit en quelques années, c'est pas en claquant des doigts. Voilà, on pense que alors, ça rend des clients heureux. Aujourd'hui, on est... les enquêtes IFOP qu'on a pu commanditer, on est numéro 1 en France en qualité de service, dans notre domaine, hein, pas dans la banque, voilà, dans notre domaine, on est numéro 1 en France là-dessus, et puis on est assez... Non, pas du tout, pas du tout. Non. Et puis on est assez fiers, oui, voilà, d'avoir aussi des taux d'absentéisme qui sont autour de 4-5%, des turnovers autour de 3%, enfin voilà, quand dans des centres d'appel, on est plutôt... ouais, entre 12 et 20, voilà, c'est ce genre de choses, voilà. Voilà notre démarche, comment on a pu mettre en place de l'autonomie de façon assez concrète. Et c'est vivant, en fait. C'est-à-dire que ça continue à évoluer de mois en mois. Voilà. La notion de subsidiarité, moi, je crois que c'est un sujet extrêmement vaste, éternel. Les micros. Pardon. Il est possible qu'on ait des petits problèmes techniques. Je ne sais pas si on nous entend, Régine. Donc, nous entend-on? On ne nous entend plus, il y a un blackout. Vous nous dites quand est-ce qu'on peut reprendre. Alors là, du coup, c'est là que je serais heureux de... Allez, il y a que moi. Du coup, n'hésitez pas. Est-ce que tu peux du coup envoyer sur le SAV? Eh bien oui, nous allons effectivement passer par le SAV pour aller voir s'il y a des questions à ce niveau-là de notre présentation. Ce qui est génial en fait à la marque, c'est qu'on partage plein de bonnes pratiques, hein, tu vois. Donc du coup, c'est hyper inspirant, c'est très riche, c'est très apprenant, et c'est des cas concrets, hein, des exemples concrets. Ah oui, tout à fait. Ça nous permet vraiment de voir au quotidien comment il faut faire, comment on peut s'améliorer. C'est vraiment, c'est vraiment très riche. Parce que du coup, vraiment très très riche. Là où j'ai enchaîné sur moi, parce que je croyais que tu avais fini en fait. Désolé. Vas-y, peut-être. Oh bah je t'en prie. Non. J'en ferai rien après toi. Tu sais, on nous a dit qu'il fallait, on a entendu tout à l'heure qu'il fallait être rapide à décrocher. Sur les bénéfices. Moi, j'en ferai rien. Galanterie oblige, les femmes d'abord. Bon, écoute, s'il veut réclamer, je pense qu'il rappellera. Oui, il écrira, il enverra un formulaire. Et puis, par sécurité, on va attendre le 26e. Parce que Thierry Spencer nous a dit qu'il n'y avait que le 26e qui réclamait vraiment. Donc, je sens pas trop, là, de toute façon. Bon, allez, on va décrocher quand même. SAV de la marque, bonjour. Oui, effectivement. Très bien. Alors nous avons effectivement des questions autour de l'empathie avec un avis qui est attendu de nos interlocuteurs sur le plateau. C'est comment vous faites pour former à l'empathie vos collaborateurs. Et à l'inverse, on voit arriver notamment de la mode anglo-saxonne qui consiste à dire à faire moins d'empathie et plus de compassion. Est-ce que pour vous c'est une tendance à observer et à suivre ? Ayant récupéré mon micro, je vais au moins pouvoir relayer la dernière question. Moins d'empathie, plus de compassion. Sonia, a priori, tu me disais que tu avais quelque chose à raconter. En fait la question, elle est intéressante, elle est étonnante à la fois. Parce que dans toute la culture qu'on a eue, c'était on doit développer cette empathie, donc cette compréhension de l'autre, mais pas de développer la compassion, c'est-à-dire de ne pas pleurer avec. Pour garder la bonne distance, et tout à l'heure, quand je parlais de l'accompagnement que l'on fait avec la partie Yes We Care, le travail des émotions, c'est bien de dissocier les deux personnages, d'être en face, donc le collaborateur face au client. Si on est dans la compassion, c'est qu'on se met complètement de l'autre côté. Voilà, on se mêle complètement à son émotion, et donc on perd potentiellement la distance, l'expertise et la compréhension. Et on a besoin de faire deux choses. C'est comprendre cette émotion. Donc le côté de l'empathie, c'est comprendre cette émotion, son contexte, la gravité, la criticité. Mais reprendre cette distance pour apporter la partie rationnelle. Parce qu'à un moment donné, il faut que cette émotion, elle redescende. Il faut que la part de la tête prenne aussi un bout de la place. Je n'ai pas dit toute la place, mais un bout de la place, pour qu'il y ait une compréhension et une entente. Parce que le premier travail, c'est faire baisser l'émotion et ensuite pouvoir se parler ensemble sur un niveau de compréhension qui soit audible.
Et donc, je suis curieuse de savoir cette peut-être nouvelle mode liée à la compassion, parce que jusqu'à présent, alors je ne suis pas encore très, très, très vieille, mais c'était plutôt un danger de perdre justement la bonne appréciation et la bonne distance. La question aussi était, est-ce qu'on peut former à l'empathie ? En fait, je pense que c'est surtout un élément de recrutement. C'est qu'on n'est pas tous, à mon avis, égaux sur cette qualité-là. Il n'y a pas de jugement de valeur, hein, c'est comme ça. Et donc, on va recruter des gens qui ont forcément une empathie assez développée. Je ne sais pas si on peut former, je n'ai pas de réponse à la question, mais en tout cas, nous, quand on fait le recrutement, on essaye de choisir ça. Et il y a une question qu'on pose parfois dans les entretiens, c'est si on avait eu une baguette magique, vous changez de métier, vous faites quoi ? Les gens qu'on recrute souvent ont comme réponse infirmier, infirmière, médecin, voilà. Mais en fait, c'est sur cette base-là qu'on va être rassuré. Ouais. Je partage ce qui a été dit. On ne peut pas forcément former à l'empathie. Par contre, on peut former à décrypter l'émotion du client dans ce qu'il nous dit ou dans ce qu'il nous écrit. Et ça, c'est quelque chose. Alors, il se trouve qu'on a fait une formation avec la marque sur cette thématique-là. Et ça, effectivement, c'est important, en fonction des mots qu'il a choisis, de comprendre s'il est plutôt impatient, frustré, déçu, et de pouvoir adapter finalement la réponse et le traitement de sa réclamation, la façon dont on va pouvoir interagir avec lui à cette émotion. Là. Maintenant, c'est clair qu'il y a un socle minimum de culture client qui doit exister. Et la culture client, c'est aussi quelque chose qu'on peut développer malgré tout, et notamment en proposant un peu plus d'interaction et de partage, comme des journées réclamation ou des choses comme ça qu'on a pu faire également, et qui permettent de sensibiliser tout le monde, parce que tout le monde n'est pas au contact avec le client. Mais pour se rendre compte de ce que vit un client, il faut pouvoir interagir avec lui, écouter des témoignages, pouvoir lire des réclamations. Et ça, c'est quelque chose, nous aussi, qu'on fait de façon à ce que les collaborateurs, même un petit peu plus loin, puissent aussi comprendre ce qui est attendu et quelle est l'émotion du client à ce moment-là. Tu parles d'ailleurs d'impatience et de frustration. Tout à l'heure, tu évoquais la pratique qui a été initiée justement au sein de Cardif dans l'accompagnement, notamment dans ces accusés-réceptions liées à de l'oral, de la lisibilité. Est-ce que justement, vous avez pu mesurer déjà les premiers impacts Oui, tout à fait. De ce pilote. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on est sur un pilote, on est du test and learn, on a tous un peu les mêmes méthodologies. Et effectivement, on a vraiment cherché à aller chercher le feedback de nos clients de façon spécifique. Donc, on a rappelé un certain nombre de personnes qui avaient bénéficié finalement de ce nouveau service. Et les premiers résultats sont effectivement très, très bons. C'est-à-dire qu'on a vraiment des clients qui expriment le fait qu'ils ont vu un avant et un après, et qui arrivent finalement au moment où ils tombent dans l'aspect réclamation. Je crois qu'il y a une autre convention où on expliquait la réclamation, enfin, c'est un moment où finalement il y a un basculement. Il y a un basculement dans la relation. On est toujours sur une demande spécifique. Je suis en train de demander une indemnisation, mais à un moment donné, je bascule dans autre chose que ma relation habituelle. Et ils se sont vraiment sentis pris en charge. Ils ont vraiment vu les bénéfices. Et ça, bon. Après, notre défi va être de mettre ça à l'échelle, parce que ça, effectivement, là aujourd'hui sur le MVP, sur la partie pilote, on s'est appuyé sur des personnes engagées, sur justement des personnes qui avaient déjà probablement un peu plus que d'autres ce socle empathique et cette relation client. Et il va falloir voir comment on arrive maintenant à développer cela en travaillant sur les compétences, en les accompagnant, en les équipant, en les outillant pour que ça puisse se développer plus largement. Mais en tout cas, nos clients nous confirment qu'on est dans la bonne voie. Okay. On va bientôt retourner sur le SAV des émissions, rejoindre Florence et Sébastien pour une autre volée de questions. Toutefois, tout à l'heure, on parlait justement de la méthode. Elle soit marque, elle aurait pu être d'une autre nature. L'idée étant pas de... Mais justement, qu'est-ce qui pourrait faire la spécificité justement de cette méthode, et qu'est-ce qui crante justement chez les collaborateurs? Alors, tu pourrais répondre parce que tu viens d'en parler chez toi, mais notamment chez Cégide. C'est presque aussi pur que chez ça. Chez Cégide, on travaille à l'articulation. C'est ça. En fait, là, on va rentrer dans une structure où le système d'information, je parle de l'outil, doit être mis au service en fait du process, et le process au service du client. Donc, il y a vraiment ce système d'entonnoir qu'il faut repenser. Et typiquement, on a décidé il y a plus d'un an de repenser complètement les modèles, parce qu'on trouvait que ça ne servait pas ni la rapidité, ni la qualité d'exécution, ni le traitement de la bonne information. Donc, on a revu, par exemple, l'organisation des typologies. L'articulation de la réponse au client, je le disais tout à l'heure, avec la fameuse structure. Alors, je suis désolée, c'est mais c'était très bien. Donc, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire autrement, mais en tout cas, ça a été efficace. Et donc, quand on croise l'outil d'information qui permet la traçabilité, ce fameux système d'escalade, de vérifier les typologies,
les sous-catégories des typologies. Tout à l'heure, je parlais de la complexité d'une demande. On ne va pas créer 3 demandes parce qu'on a 3 sous-sections à l'intérieur. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'à l'intérieur de notre système d'information, on retrouve bien ces éléments ? Et les questionnements dans le process, c'est est-ce que, souvent, la question, c'est est-ce que je réponds à chacune des demandes séparément ou est-ce que j'attends d'avoir tout en même temps ? Donc, l'idée, dans le process et dans la méthodologie, c'est de dire, j'ai 3 demandes spécifiques différentes, je les enclenche toutes les 3, je les envoie, alors soit je sais répondre toute seule, soit je les envoie vers mes experts, et je m'assure de ce suivi pour que tout revienne dans un délai qui reste celui que j'ai évoqué tout à l'heure, pour bien former qu'une seule réponse. Parce que le client, il a pris la peine de concentrer sa demande, donc on ne peut pas le faire en 3 temps. Okay. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc ça veut dire que le système d'information et le process doit reprendre toute une mécanique de pensée, et là, je dirais qu'il faut penser le persona. Qui est mon persona, donc qui est mon client, quel est son parcours, quelle a été la démarche qu'il a faite pour que le système réponde, d'un point de vue du process et de l'outil de CRM, à ces étapes clés. Donc peut-être que le modèle que nous on a n'est pas un modèle qui est réplicable partout. Je pense qu'il y a des arcanes et un backbone, alors une colonne vertébrale qui est certainement similaire. Et ensuite, il y a des arborescences qui vont varier parce que si on est en B2B ou en B2C, si on est sur un produit ou un service, si on est sur une typologie extrêmement complexe ou sur je veux changer d'abonnement, j'étais pas content. Voilà, on n'est pas sur les mêmes arcanes, donc voilà. Okay. L'adaptation. Comme vous voyez sur ce plateau, on est aware, dirait Jean-Claude. Du coup, au niveau du SAV, est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Je vois que ça hoche de la tête x2, donc on vous écoute. Oui, nous avons 2 questions du public. Alors, une première question d'Isabelle pour Sonia. Comment avez-vous choisi le canal formulaire de la réclamation par rapport au téléphone ? Je vois une question. Deuxième question, une question pour Jean-Robert du groupe Atlantique. Une question autour des outils que vous avez mis en place pour... quelle technologie, système utilisez-vous en fait pour mesurer les risques et leur impact dans les décisions que vous prenez pour fidéliser le client ? Ok. On va être galant. On va le rester. Oui, puis je crois que c'est Isabelle qui s'adressait à Sonia, donc je vais répondre à Isabelle. Exactement. Avec grand plaisir. En fait, on a un canal téléphone, mais pour ce qu'on appelle le pôle contact client. Donc on peut très bien avoir une réclamation qui passe par ici, qui sera transmise au pôle réclamation. On peut avoir un appel sur du support technique lié à nos logiciels, et s'il y a une réclamation qu'on a détectée, on la transmettra. Donc on va créer le dossier, on va le transmettre en interne au pôle réclamation client. Mais le téléphone existe, non pas en entrant, mais en sortant. C'est-à-dire qu'on accueille le client par le formulaire, comme ça on a aussi cette trace écrite, qui a permis au client de verbaliser, de réfléchir aussi à sa problématique pour nous aider à la comprendre et à mieux la qualifier. Et ce qu'on s'oblige à faire de plus en plus en termes de quantité, c'est de faire un appel sortant pour, dire on l'a bien reçu en plus du formulaire, on l'a reçu, on vous a identifié, on a compris. Ou alors on n'a pas tout à fait compris, on a besoin de vous pour être sûr de bien saisir les éléments. Donc en fait, le formulaire ne vient pas en opposition d'un appel téléphonique, mais vient en support de qualification. Et on a préféré dans cette équipe-là ne pas mettre l'appel entrant pour ne pas être dans trop le HO, mais laisser un peu redescendre. Et nous, on appelle avec un peu de matière le client, c'est-à-dire qu'on est préparé pour mieux l'accueillir et pas se prendre de plein fouet quelque chose et ne pas avoir les bonnes réponses tout de suite. Donc ce choix, en fait, il est... réponse à tiède et pas à chaud pour que rapidement on soit en capacité de prendre cette fameuse émotion dont on parle depuis tout à l'heure et d'apporter l'expertise et donc la rassurance sur le fait que c'est pas une bouteille à la mer, c'est pris en charge, vous pouvez le suivre, on explique le parcours, voilà ce qui va se passer, vous avez votre dossier, c'est suivi. Donc c'est une superbe opportunité en fait d'avoir le client. Et je vais dire une chose, parce qu'on parlait de l'asymétrie des attentions, le collaborateur est toujours plus à l'aise avec un appel sortant, puisqu'il maîtrise ce qu'il va dire et son contenu, qu'un appel entrant où ça peut être Kinder Surprise. C'est ça. Comme aurait pu le dire Forrest Gump, la vie est une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quelle réclamation Exactement. on va tomber. Voilà. Et cette saison, bientôt. Cette saison, d'accord. Jean-Robert, justement, comment on évalue justement quelque part l'efficacité, le risque lié à cette confiance finalement, à cette autonomie? C'est une question qui est compliquée. La réponse sera sans doute. Voilà. Non, j'espère pas, tu me diras. On parle par exemple du complaint model qui essaye de démontrer l'impact de la relation client sur le chiffre d'affaires, etc. Moi, j'ai une chance d'être dans une entreprise où les patrons, depuis l'origine, ont une conviction que la qualité de service au client rapporte plus que ce que ça coûte.
Donc, il ne me demande presque pas de le démontrer. Donc, ça c'est une chance énorme. Et j'ai pour illustrer ça, alors on a quand même quelques mesures qui permettent d'assurer que cette conviction elle est bien fondée et qu'on a raison de continuer comme ça. On a un service dans la marque Atlantique qui s'appelle Garantie Express. Le client nous appelle, sur la base du diagnostic qu'il fait, on lui envoie une pièce détachée sans aucune formalité administrative. Alors, certaines équipes avaient avant un fonctionnement normal de gestion de garantie qu'on trouve classiquement partout, avec je fais une demande, je fais une commande, je fais un avoir si la pièce est acceptée après expertise, etc. Voilà. On a supprimé tout ça, mais les équipes qui sont passées du modèle classique très processé au modèle je fais confiance ont eu beaucoup de mal. Et elles ont mis, pour certaines, 3 ans à comprendre et ont mesuré le taux de refus de pièces dans le premier cas et dans le deuxième cas est resté à 5%. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de gens qui, tout d'un coup, se disaient « Ah, je vais mettre la main dans le truc de bonbons, le panier de bonbons, et je vais en piquer plein, et j'ai compris comment ça marchait chez Atlantique, c'est gratuit, donc je vais récupérer plein de pièces. » En fait, le bon sens, encore une fois, c'est équitablement réparti, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, on se rassure avec ça. Mais en fait, encore une fois, j'ai la chance d'avoir des patrons qui, depuis l'origine, fonctionnent sur cette conviction-là. Et ça, c'est très, très fort. Il y a presque pas besoin en fait de le prouver avec le complaint model. Mais ça m'intéresse quand même parce qu'on a toujours un besoin intellectuel de se rassurer quand même là-dessus. Donc on met en place des process par exemple, mais je pense que la diffusion de culture, enfin il ne faut pas les opposer, hein, il y a besoin de process et de culture, mais il faut absolument les deux, c'est ça qui est très important. Je ne sais pas si des retours d'expérience sur la mise en place de délégation, d'autonomie. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à abonder. Non, nous, c'est quelque chose effectivement qui aujourd'hui est plutôt installé dans les services dédiés des réclamations. Comme on le disait, on a des collaborateurs qui sont effectivement plus experts sur l'ensemble des domaines et probablement qui ont une expérience en entreprise parfois un peu plus longue, comme on le disait tout à l'heure. L'automatisation, ça nécessite de la stabilité, etc. Par contre, c'est quelque chose effectivement qu'on est en train de développer au plus près, parce que c'est ce que disait tout à l'heure Jean-Robert. C'est très important que ces gestes commerciaux qu'on peut faire, ça va être plutôt des gestes commerciaux, elles puissent être faites par les équipes les plus en contact en amont avec les clients, plutôt qu'attendre qu'effectivement il y ait un éventuel service expert un peu plus tard qui puisse arriver avec ce geste, et souvent c'est trop tard si on ne le fait pas en début de chaîne. Donc ça, je partage, mais effectivement, c'est des choses qu'on va faire également dans le pilote et qui ne sont pas en place dès aujourd'hui, la réclamation orale telle qu'elle pourrait l'être en cible. Alors, ça me fait penser à un témoignage qu'on a pu avoir d'ailleurs dans une autre enceinte, c'était celle du CX Paris, qui était un témoignage également de BNP Paribas Cardiff sur ce qui s'appelle la Customer Room, qui est un lieu qui permet effectivement d'inoculer le virus du client, de la culture du client, en lui permettant d'éprouver par témoignage interposé et très proche quand on sait ce qu'il y a dans cet environnement. Et ça me fait penser en même temps à ce que disait Jean-Robert, et je ne doute pas que ça soit pareil chez Cegid, j'y suis presque arrivé. Non mais on y arrivera avant la fin de la matinée. C'est effectivement cette capacité aussi à bien connaître le client, à bien connaître les produits. Là, c'est un choix. Après, ça ne m'étonnera pas des entreprises et de l'industrie vendéenne, qui est ce rapport proche à la réalité. On en parlait d'ailleurs tous deux hier soir. Cette connaissance produit, le fait effectivement de donner de l'autonomie et une autre organisation vendéenne, ou en tout cas quasiment, parce qu'ils ne se définiraient évidemment pas comme vendéens, c'est la Banque Populaire Grand Ouest, alors qu'ils avaient mis en place des marges d'autonomie qui étaient substantielles, même si c'était les débuts, du coup, avait identifié très vite qu'en fait, comme tu le disais, il n'y avait aucun abus sur la gestion et qu'effectivement, il avait surtout fallu accompagner effectivement les collaborateurs dans cet usage de délégation et de cette prise de risque, bien qu'elle soit limitée. Et ce qu'on avait pu identifier avec d'autres acteurs, alors notamment dans l'assurance et dans la banque, c'était pour ces collaborateurs non pas réfractaires, mais qui se sentaient quelque part comptables des deniers de l'entreprise, de mettre en miroir le coût du traitement d'une réclamation client versus le geste, certaines fois extrêmement modique, qui pouvait être notamment légitimement demandé par le client. Et c'est ce que nous disaient aussi en creux les médiateurs ce matin, certaines fois de mettre un peu d'intelligence à côté de l'empathie. Voilà, écoutez, merci beaucoup pour tous les trois. On aurait pu poursuivre ces échanges, et d'ailleurs on les poursuivra sans doute dans des clubs métiers, banque, assurance, plus tard, dans le cadre du club Plein Sud, puisqu'on s'y retrouve d'ailleurs en région lyonnaise.
On ne sait pas où encore, mais dans quelques semaines. On va basculer, et merci au SAV avec Sébastien et Florence, on va basculer sur une petite pastille. Alors, une fois de plus, je vous disais, ce n'est pas le père Castor, mais c'est bien le père Spencer qui va nous partager une petite pastille, cette fois-ci, sur quelque chose qui est moins amusant, moins rigolo. On l'évoquait ce matin, une montée en puissance de la violence, de la rigidité, de la dureté des contacts. Et là, Thierry va nous parler effectivement, notamment d'un billet qu'il a signé le week-end dernier, ou en tout cas la semaine dernière, sur la crainte du client. Je ne vous en dis pas plus, même si, une fois de plus, comme le port salut, c'est marqué dessus. À toi, Thierry.